Une valise abandonnée est retrouvée en forêt. Cette découverte va marquer le début d'une enquête criminelle hors du commun que la police australienne n'est pas prête d'oublier. Elle en voulait énormément à la maîtresse de son mari. Il n'y avait pas de corps et aucune preuve du meurtre. C'est probablement le meurtre le plus horrible que j'ai jamais vu. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour une nouvelle enquête impossible. Pour résoudre un triple meurtre, les enquêteurs de la brigade criminelle doivent envisager tous les scénarios possibles, même les plus farfelus. Et dans cette affaire, les pistes ne manquent pas. Mafia coréenne, réseau de prostitution, vengeance, jalousie amoureuse. Les hypothèses sont légion, mais les enquêteurs savent qu'une seule d'entre elles les conduira à la vérité. Et ils n'ont aucun droit à l'erreur, car le principal suspect a déjà pris la fuite à l'autre bout du monde. Les pompiers allumaient des contrefeux aux abords du parc national depuis plusieurs jours. Ce jour-là, ils étaient en train de brûler les abords de la route et c'est là que deux d'entre eux sont tombés sur une vieille valise abandonnée. Elle était encore fumante. Le haut de la valise avait brûlé et les affaires qui étaient à l'intérieur étaient encore fumantes. Quand ils se sont approchés, ils ont vu qu'il y avait un sac plastique avec quelque chose de rond à l'intérieur. Et là, ils se sont aperçus qu'il s'agissait d'un crâne d'enfant. La valise était sur un terrain en pente à plusieurs mètres du bord de la route. J'ai pris des photos de la zone. Le crâne était à l'intérieur d'un sac en plastique blanc dans un coin de la valise. Et d'après sa taille, c'était celui d'un enfant en bas âge. Je me suis éloigné de quelques mètres vers la forêt pour avoir une vue d'ensemble de la valise et de la route. Et c'est là que j'ai aperçu une deuxième valise qui n'avait pas brûlé. Vu que cette deuxième valise était seulement à quelques mètres de la première, je me suis dit qu'il devait y avoir un lien. Mais j'espérais vraiment qu'on n'y trouverait pas la même chose que dans la première. Les enquêteurs déplacent les valises avec précaution et les posent sur une bâche pour les examiner de plus près. On a ouvert la deuxième valise pour la vider et on a découvert les restes d'un corps de femme. On ne s'attendait pas du tout à ça. On venait déjà de trouver les restes d'un enfant et là, on se retrouvait avec un double meurtre. En examinant le corps de plus près, j'ai remarqué qu'il avait aussi un sac plastique autour de la tête, qui ressemblait à celui où on avait trouvé le crâne dans la première valise. On a ensuite examiné ses mains, elles étaient attachées avec une corde. La corde descendait dans le dos du cadavre jusqu'en bas et immobilisait aussi ses deux pieds. Le corps était complètement entravé. On est ensuite retourné examiner la petite valise. On a commencé à la vider et on s'est aperçu que tous les vêtements qui étaient à l'intérieur étaient pliés. L'enquêteur était en train de sortir un à un les vêtements pour les répertorier et tout à coup, il est tombé sur un troisième sac plastique. Quand il l'a sorti de la valise, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de rond à l'intérieur et on s'est tout de suite douté qu'il s'agissait d'un autre crâne. On s'est tous regardés dans un silence de mort. On était tous complètement sidérés. Après ce qu'on venait de découvrir, on n'en revenait pas de se retrouver avec un troisième cadavre. C'était déjà dur de trouver un premier enfant. Mais de voir ces deux petits corps dans une valise, avec les chevilles attachées et un sac plastique sur la tête, c'était vraiment très éprouvant. 7 Nightly News with Chris Barth.
Macabre découverte dans la forêt où des recherches sont en cours après la découverte de 3 crânes humains. Bonsoir. La police passe ce soir à la forêt de Nouvelle-Galles du Sud au peigne fin après la découverte de 3 cadavres. Les enquêteurs vérifient actuellement le fichier des personnes disparues afin d'identifier les 3 crânes qui ont été retrouvés. La macabre découverte a été faite à Eaton Lookout, à 11 km au sud de Cessnock, aux abords de la forêt de Watagan. Le sexe des victimes et les causes du décès sont encore inconnus, mais leur mort pourrait remonter à plusieurs années. La presse locale pense que le cadavre de l'adulte pourrait être celui d'une femme portée disparue dans la région quelques mois plus tôt. En attendant que les enquêteurs vérifient cette hypothèse, le médecin légiste autopsie les 3 cadavres dans l'espoir de déterminer les causes de leur mort. Les corps ont été passés au rayon X, mais on n'a retrouvé aucune trace de traumatisme, aucune trace de blessure par balle ou par projectile, et il n'y avait rien non plus dans les valises. Ils ont aussi cherché s'il n'y avait pas de traces de couteau, de petites entailles sur les os. Les os étaient intacts. Ils ne présentaient aucune lésion due à un coup porté avec un objet contondant. Leur examen n'a pas permis de déterminer les causes de la mort. On s'est donc rabattu sur le sac plastique que chacune des victimes avait autour de la tête. On pouvait supposer que les victimes avaient été étouffées avec ces sacs et qu'elles étaient mortes par asphyxie. Quand on y pense, c'est une mort atroce. Il a ensuite fallu essayer d'identifier les victimes à partir du peu d'éléments qu'on avait. J'essayais de me souvenir si ces dernières années, une mère et ses enfants avaient disparu dans le coin. Mais ça ne me disait rien, et à mes collègues non plus. On n'avait aucun souvenir d'une telle disparition. Donc on s'est dit que les victimes n'étaient peut-être pas d'ici. Nous nous rendons maintenant dans la vallée Hunter, en Nouvelle-Galles du Sud, où la police a lancé une vaste opération de recherche après la découverte de 3 crânes humains dans la forêt domaniale de Watagan. Richard Lenarduzzi s'est rendu sur place. Ces os seraient ceux d'une femme et de 2 enfants, c'est ça? Pour le moment, on ne sait toujours pas à qui appartiennent ces ossements. On sait juste que les enquêteurs réexaminent actuellement des douzaines d'affaires de disparition et ils sembleraient se concentrer sur le cas d'une jeune femme disparue avec son fils et sa fille dans la banlieue nord de Sydney à la fin de l'année dernière. 10 mois avant la découverte des corps, Mina Park a déclaré la disparition de sa belle-sœur de 31 ans, Susan Park, et de ses 2 enfants, Andrew et Amy, âgés de 3 ans et 18 mois. Les enquêteurs espèrent qu'elle pourra les aider à identifier les 3 cadavres et à résoudre ce triple meurtre. Comme vous le savez sûrement, on a retrouvé le corps d'une femme et de 2 enfants près de Cessnock la semaine dernière. Je vais vous montrer des photos des objets qui ont été trouvés avec les corps et j'aimerais que vous me disiez si ça vous dit quelque chose. Vous reconnaissez ce vêtement? C'est le pull de Suzanne. C'était même un de ses préférés. Elle le mettait tout le temps. J'ai plein de photos d'elle où elle le porte. Et cet ours en peluche, ça vous dit quelque chose? Ma mère, la grand-mère des enfants, avait acheté un ours de cette taille à Andrew pour son anniversaire. Pour finir, je vais vous montrer la photo d'une boucle d'oreille. J'ai déjà vu cette boucle, environ 5 semaines avant la disparition de Suzanne. On est allés faire les magasins ensemble et elle la portait. Les policiers ont maintenant de bonnes raisons de penser qu'ils ont identifié les 3 victimes. Grâce à cet élément capital, ils vont pouvoir contacter leurs proches et commencer méthodiquement leur enquête. Ils apprennent tout d'abord qu'au moment de sa disparition, Susan Park s'était séparée de son mari, le frère de Mina. Malgré tout, les conjoints étaient apparemment restés en bons termes. Quelles étaient les relations entre votre frère et son ex-femme? Il allait chez elle voir les enfants toutes les semaines ou toutes les 2 semaines.
Mais je ne sais pas exactement comment ça se passait entre eux. 10 mois avant la découverte des corps, la police a enquêté sur la disparition de Suzanne et de ses enfants. Les enquêteurs se sont rendus au domicile de la jeune femme, mais c'est son mari, Nick, qui leur a ouvert la porte. J'ai demandé à M. Park où étaient Suzanne et les enfants. Et il m'a répondu qu'ils étaient chez un oncle à Queensland. Ils sont chez son oncle à Brisbane. On vend tout ce qu'on a ici pour s'installer là-bas et prendre un nouveau départ. Il était resté pour vendre leurs affaires et devait les rejoindre le lendemain. Sur le coup, ça nous a semblé plausible comme explication et on ne s'est pas inquiété. On s'est dit qu'on reviendrait plus tard pour vérifier si ce qu'il disait était vrai. Vous êtes là toute la journée? Oui, je ne bouge pas, je dois faire les cartons. Mais quand on a contacté l'oncle de Suzanne, il nous a dit qu'il ne savait pas où elle était et que ça faisait 6 mois qu'il n'avait eu aucune nouvelle d'elle. On a trouvé ça bizarre qu'il nous ait menti et on est retourné le voir. Mais quand on a sonné, personne n'a répondu. On a regardé par les fenêtres, mais il n'y avait personne. On a donc décidé de faire le tour des voisins au cas où ils sauraient quelque chose qui aurait pu nous aider. Une voisine leur apprend qu'elle n'a pas vu Suzanne depuis 11 jours et que la dernière fois qu'elles se sont parlé, Suzanne lui a confié qu'elle et Nick allaient certainement se remettre ensemble. Nick avait quitté Suzanne pour une autre femme, mais avait visiblement décidé de faire machine arrière. Il ne lui a pas dit tout de suite qu'il avait quelqu'un d'autre. Il ne lui a dit qu'en septembre 96, 1 mois avant leur disparition. Il avait dit à Suzanne qu'il travaillait de nuit et qu'il restait chez un ami pour justifier ses absences. Donc, il avait une liaison depuis 11 mois et Suzanne n'était pas au courant? C'est ça. Elle a fait une tentative de suicide en septembre de l'année dernière. Oui. Elle a fait ça après avoir appris qu'il avait une liaison? Il me semble que c'était une semaine après. Elle a tenté de se suicider en buvant une grande quantité d'alcool. Vraiment beaucoup d'alcool. Elle m'a appelé une demi-heure plus tard. J'y suis allée pour voir ce qui se passait, car j'étais très inquiète pour les enfants. Des éléments de l'enquête se mettent en place. Au moment du triple meurtre, Nick Park trompait sa femme depuis presque 1 an. Cette dernière s'en était aperçue et avait fait une tentative de suicide. Aurait-elle tué ses enfants par désespoir, puis mis fin à ses jours? La découverte des 3 corps enfermés dans des valises met naturellement fin à cette théorie. Suzanne et ses enfants ont été froidement assassinés. Qui d'autre que des professionnels du crime aurait pu commettre un acte d'une telle atrocité? Pensez-vous que la mafia coréenne aurait pu avoir des raisons de s'en prendre à Suzanne et aux enfants? C'est une araignée? C'est bien, t'as raison. Suzanne et Nick étaient mariés depuis 4 ans. Ils s'étaient rencontrés à Brisbane, où Suzanne travaillait dans le restaurant chinois de son oncle. Suzanne était d'origine chinoise, alors que Nick était coréen, et visiblement, ça ne plaisait pas trop à la mère de Nick que son fils soit marié avec une chinoise. Mais ça ne l'empêchait pas d'adorer ses petits-enfants, et c'est pour ça qu'on l'a tout de suite écarté de la liste des suspects. 1 mois après avoir appris la liaison de son mari, Suzanne disparaît. À votre avis, qui aurait pu vouloir du mal à Suzanne et ses enfants? Au moment de sa disparition, elle était très déprimée. Elle en voulait énormément à la maîtresse de mon frère. Laisse-moi entrer. Ils n'arrêtaient pas de se disputer. Elle est allée plusieurs fois chez Nick et sa maîtresse à Ashley pour faire des scandales. En tout cas,
au moins 2 fois. Rends-moi mon mari. À part la maîtresse de Nick, avec qui ça se passait vraiment très mal, et qui aurait pu faire ça par jalousie, je ne vois pas. Suzanne ne se disputait jamais avec personne, c'était une femme très douce. Mais la piste de la maîtresse jalouse n'est pas le seul scénario possible. Nick est également un joueur invétéré qui passe son temps au casino. Je crois qu'il essayait de combler quelque chose avec le jeu. Un peu comme avec l'alcool ou la drogue. Le casino de Sydney a ouvert moins d'1 an avant la disparition de Suzanne. Cet endroit attire les joueurs, mais aussi des prêteurs sur gage sans scrupules. Des représailles de la mafia coréenne. Ces images ont été filmées cette année dans les ruelles de King's Cross. Ces 2 hommes à genoux et humiliés se font passer à tabac pour une dette de jeu. Le prêt sur gage est l'une des principales activités de la mafia coréenne. Le prêt sur gage est une pratique clandestine et nous voulons nous débarrasser de ces gangs et les empêcher de nuire dans les casinos. Le casino est le terrain de chasse de 2 bandes rivales qui se disputent le monopole du territoire. Ces 2 gangs appliquent des taux d'intérêt exorbitants et tuent tous ceux qui ne les remboursent pas. Depuis la disparition de Suzanne et des enfants, le bruit court dans la presse que la mafia coréenne pourrait avoir quelque chose à voir dans cette affaire. À votre avis, pourquoi la mafia s'en serait prise à Suzanne et aux enfants? Je sais que ces gangs existent, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment dangereux, ni où ils opèrent. Mais même s'il existe vraiment des gangs très puissants qui prêtent de l'argent dans les casinos, je ne vois pas pourquoi ils s'en seraient pris à Suzanne et aux enfants. Je ne sais pas, peut-être que mon frère leur devait de l'argent. Savez-vous s'il devait de l'argent à quelqu'un et si oui, combien? Non, je ne sais pas. Il ne parlait jamais de ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait des problèmes d'argent. Il demandait souvent de l'argent à ma mère, à ses amis ou à moi. Et vous savez avec qui il jouait? Je crois que la plupart du temps, il allait seul au casino. Nick Park s'est-il ruiné en jouant au casino, puis a-t-il contracté des dettes envers un prêteur sur gage lié à la mafia coréenne? Les gangsters ont-ils massacré sa famille pour se venger de ne pas avoir été remboursés? Bien que rien n'accrédite encore cette thèse, les enquêteurs décident de l'approfondir. Mais ils ignorent tout des pratiques des réseaux mafieux coréens. Pour obtenir les informations indispensables, l'inspecteur Ledgeford demande l'aide des services de renseignement américains. Nick Park s'est-il ruiné en jouant au casino, puis a-t-il contracté des dettes envers un prêteur sur gage lié à la mafia coréenne? Les gangsters ont-ils massacré sa famille pour se venger de ne pas avoir été remboursés? Bien que rien n'accrédite encore cette thèse, les enquêteurs décident de l'approfondir. Mais ils ignorent tout des pratiques des réseaux mafieux coréens. Pour obtenir les informations indispensables, l'inspecteur Ledgeford demande l'aide des services de renseignement américains. Les services de renseignement nous ont appris que certains prêteurs sur gage obligent leurs victimes à faire travailler leurs femmes, leurs petites amies ou leurs filles dans des ateliers clandestins ou dans des maisons closes pour rembourser leurs dettes. La police souhaite interroger Nick à ce sujet, mais quand les enquêteurs se rendent à l'appartement qu'il partage avec sa petite amie, il n'y a personne. Là, on a vraiment commencé à s'inquiéter et on a fait un signalement auprès de la police des frontières au cas où Nick essaierait de quitter le pays.
On a reçu un coup de fil des douanes pour nous prévenir que Nick essayait de quitter le pays avec une femme. À l'époque, on n'avait aucune raison de l'arrêter, puisqu'on n'avait pas encore retrouvé les corps. On a juste demandé aux agents fédéraux de monter à bord de l'avion pour l'interroger une dernière fois au sujet de la disparition de sa femme et de ses enfants. Il a dit qu'il se rendait en Corée pour rendre visite à un parent malade et a de nouveau prétendu que sa famille était à Queensland. Il a dit qu'il serait de retour à Sydney dans 10 jours. Mais quand l'agent fédéral a vérifié son billet, il s'est aperçu que c'était un aller simple. Comme on n'avait rien contre lui, on a été obligé de le laisser partir. Quand on a appris ça, l'inspecteur Burr et moi, nous sommes tout de suite dit qu'il avait quelque chose à se reprocher et que c'était pour ça qu'il quittait le pays. Un avis de recherche a été lancé dans le monde entier par Interpol après l'identification des 3 cadavres retrouvés dans la forêt de Nouvelle-Galles du Sud. Selon la police, les victimes seraient une mère de Sydney et ses 2 enfants. Son mari est actuellement recherché par la brigade criminelle. Suzanne et ses 2 enfants avaient disparu depuis le mois d'octobre dernier. Un avis de recherche international a été lancé pour retrouver son ex-mari, un habitué des casinos, qui aurait contracté des dettes auprès de prêteurs sur gages mafieux. Seulement 12 jours après la disparition de Suzanne et des enfants, Nick Park quitte l'Australie pour la Corée, en compagnie de Demi, sa petite amie. À ce moment-là, il y avait 2 possibilités. Soit il avait tué sa femme et ses enfants, soit Suzanne était retenue quelque part contre sa volonté à cause des dettes de jeu de son mari. Elle était prise en otage ou forcée de se prostituer par la mafia coréenne pour rembourser ses dettes de jeu. Savez-vous si Suzanne s'était déjà prostituée? Non. Non. Son oncle lui avait prêté de l'argent pour venir en Australie. Elle lui devait 12 000 €. Elle a travaillé jour et nuit dans des restaurants pour lui rendre. Elle ne lui devait plus rien. Elle n'aurait jamais fait quelque chose d'illégal pour de l'argent, même pour rembourser les dettes de son mari. Ce genre de pratique est courant dans la communauté coréenne? Non, je ne dirais pas ça. Mais on dit que certains se font enlever ou sont vendus. Et quand ça arrive, ils s'en prennent aux enfants? Parfois, ils s'en prennent aux enfants et les enlèvent. Et ils demandent une rançon? Je pense, oui. On a demandé l'aide de l'Office central de lutte contre le crime organisé. C'est eux qui s'occupaient de la mafia asiatique. Ils ont fait le tour de toutes les maisons closes de Sydney avec une photo de Suzanne pour essayer de la retrouver. Mais ça n'a rien donné. Personne ne l'avait jamais vue. À ce stade de l'enquête, aucune piste ne doit être laissée de côté, mais celle de la mafia coréenne semble ne mener nulle part. Les enquêteurs commencent alors à envisager un autre scénario. Et si Nick avait lui-même assassiné sa propre famille? On a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de M. Park, mais pratiquement rien n'avait bougé depuis notre dernière visite. Il n'y avait pas de draps dans les lits, les armoires étaient vides, tout était emballé comme avant un déménagement. Visiblement, M. Park n'avait pas remis les pieds dans l'appartement depuis la dernière fois qu'on lui avait parlé. On a cherché des indices partout, mais il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace de sang, aucune trace ADN, rien. Les enquêteurs se rendent alors à l'appartement que Nick partageait avec sa petite amie Demi, mais là-bas non plus, ils ne remarquent rien de particulier. On a fait ce qu'on fait systématiquement quand quelqu'un disparaît. On a vérifié les comptes bancaires de Suzanne. Suzanne avait un compte à la Commonwealth sur lequel quelqu'un avait fait une opération le 24 octobre, environ une semaine après sa disparition.
Si la mafia coréenne n'est pas impliquée dans le triple meurtre, les soupçons se portent sur Nick Park. Mais dans ce cas, quel aurait été son mobile pour massacrer de sang-froid sa femme et ses enfants? En épluchant la situation financière du couple, les policiers découvrent que la somme de 180 € a été retirée du compte de Suzanne une semaine après sa disparition et que 230 € ont également disparu d'un livret ouvert au nom de ses enfants. Cette information pourrait laisser penser que la jeune femme était encore en vie au moment des retraits. Dans ce cas, pour effectuer les opérations, pourquoi s'est-elle rendue dans une agence à l'autre bout de la ville? Les retraits avaient été faits à Ashfield, ce qui nous a paru bizarre. Si c'était elle qui avait retiré cet argent, pourquoi avait-elle été là-bas? Le seul lien qu'il y avait entre elle et cette ville, c'est que Demi, la maîtresse de son mari, vivait là-bas. On a alors demandé à la banque ces bandes de télésurveillance pour essayer de savoir qui avait fait le retrait sur son compte. Et surtout pour savoir si c'était elle ou quelqu'un d'autre. Alors que les enquêteurs attendent avec impatience de visionner les bandes de télésurveillance, ils reçoivent un appel de la voisine de Suzanne. Le jour où Nick s'était rendu chez elle pour lui vendre des meubles, elle l'avait vu jeter subrepticement des papiers dans une poubelle. Intriguée et curieuse, elle les avait ramassés après son départ. Parmi eux, se trouvait un courrier provenant d'une agence de location de voitures. On a découvert que Nick avait loué une voiture le 19 octobre, c'est-à-dire 2 jours après la disparition de Suzanne, et qu'il ne l'avait pas rendue en temps et en heure. Le responsable de l'agence indique aux policiers que Nick était accompagné d'une femme d'origine asiatique. Il lui montre alors une photo de Suzanne qu'il reconnaît formellement. C'est elle, j'en suis sûr, c'est elle. Il fallait absolument qu'on retrouve la voiture pour savoir qui était monté dedans et pour faire des relevés d'empreintes et de toutes les autres preuves éventuelles. Il fallait qu'on sache si la voiture avait servi à transporter les corps ou si elle avait juste servi à emmener Suzanne et les enfants dans un lieu sûr. Comme M. Park avait quitté le pays, on s'est dit qu'il y avait de fortes chances pour que la voiture soit à l'aéroport. On l'a retrouvée là-bas et on l'a emmenée à la fourrière. On l'a examinée à la recherche du moindre élément prouvant que Suzanne et les enfants étaient montés dans la voiture, comme des cheveux, des taches de sang, des fibres de tissu, bref, tout ce qui pouvait nous permettre d'identifier les passagers et de savoir ce qui avait pu se passer. On n'a trouvé aucune trace permettant de comprendre ce qui était arrivé à Suzanne. En fait, on n'a rien trouvé qui prouve qu'elle était montée dans cette voiture. On était très déçus, car c'était notre dernière piste. Et on pensait qu'il avait utilisé cette voiture pour l'emmener loin de Sydney. Et là, on s'est dit qu'il était arrivé malheur à Suzanne et aux enfants. Suzanne et ses enfants sont portés disparus et présumés morts. Le mari de Suzanne, Nick Park, a loué une voiture qu'il a abandonnée à l'aéroport avant de s'envoler pour la Corée, en compagnie de sa petite amie Demi. Les enquêteurs ne sont donc pas surpris de constater qu'il n'est toujours pas rentré au bout de 10 jours, contrairement à ce qu'il avait promis. À ce stade de l'enquête, tout laissait à penser que M. Park avait quitté le pays parce qu'il les avait tués. Mais il n'y avait pas de corps et aucune preuve du meurtre. Il n'y avait rien qui prouvait qu'il avait quelque chose à voir dans leur disparition. Dans ce genre d'affaires, l'enquête peut parfois rester au point mort pendant 1 an ou 15 ans avant qu'on trouve de nouveaux éléments. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Les cadavres ont été retrouvés à moins de 20 mètres les uns des autres et à 6 mètres de la route, dans une ancienne décharge illégale. Les gens jettent de tout là-bas, c'est un coin complètement perdu. On va là-bas quand on veut se débarrasser d'un truc qu'on veut vraiment que personne ne retrouve. Un avis de recherche internationale a été lancé par Interpol pour tenter de retrouver l'ex-mari de Madame Park, qui a quitté le pays en octobre dernier, 6 jours après la disparition de sa femme et de ses 2 enfants. La police pense qu'il pourrait avoir été victime de représailles de la mafia asiatique à cause de ses dettes de jeu.
Au départ, on avait pensé que le meurtre de Suzanne et des enfants était un crime mafieux. Il fallait donc qu'on trouve des preuves pour confirmer ou infirmer cette théorie si on ne voulait pas qu'elle soit reprise lors du procès. On a fait appel à des spécialistes de la mafia d'Asie du Sud-Est. Mais rien n'a permis de déterminer que Nick Park était étroitement lié à cette mafia. Il n'y avait aucune preuve qu'il ait emprunté de fortes sommes d'argent aux prêteurs sur gage qui fréquentaient le casino. Rien ne prouvait que la mafia ait quelque chose à voir dans la disparition et le meurtre de Suzanne et de ses enfants. Les enquêteurs abandonnent cette piste, mais il leur faut désormais prouver la culpabilité du principal suspect, Nick Park. Depuis le début de l'enquête, on n'avait pas de scène de crime. On ne savait pas où Suzanne et les enfants avaient été assassinés. Mais il était évident qu'ils n'avaient pas été tués à l'endroit où on avait retrouvé les valises. Les enquêteurs ont trouvé dans les valises des vêtements et des objets provenant de l'appartement où vivaient les 3 victimes. Nous savons aussi que Suzanne et ses enfants ont péri étouffés sous des sacs en plastique. Ces sacs portent-ils une inscription? Peuvent-ils révéler leur provenance et permettre aux policiers de remonter la piste de l'assassin? On a eu la chance de retrouver des références sur les sacs qui nous ont permis de déterminer qu'ils provenaient d'un magasin du centre commercial Macquarie à Marsfield. On a donc montré des photos de Suzanne au propriétaire du magasin qui nous a dit qu'elle venait chez lui assez souvent. Ce qui nous a conforté dans l'idée qu'elle et les enfants avaient été assassinés dans l'appartement d'Eastwood. En dehors de Suzanne, seul Nick avait accès à cet appartement. Mais les enquêteurs ont besoin de plus de preuves pour faire le lien entre Nick, les objets retrouvés dans les valises et le lieu de leur découverte. Quand on a retrouvé les valises, on a remarqué des traces de pneus séchés sur le bord de la route et comme la terre était très sèche à cette période de l'année, ça voulait dire qu'elle datait d'avant l'été. Donc, elle pouvait correspondre à la voiture de celui qui avait jeté les valises. Les enquêteurs réexaminent donc la voiture louée par Nick. Mais les pneus ne correspondent pas aux traces retrouvées sur le bord de la route. De plus, aucun indice ne permet de dire que les valises dans lesquelles se trouvaient les corps avaient séjourné dans le coffre du véhicule. Si on arrivait à prouver que les valises avaient été transportées à un moment ou à un autre dans le coffre, on avait de quoi inculper Nick. Lorsqu'ils réexaminent la voiture, les enquêteurs en profitent pour interroger de nouveau le gérant de l'agence de location. Ils lui montrent 16 photos de femmes asiatiques. Et cette fois, ce n'est pas Suzanne qui l'identifie, mais Demi. Ça ne nous a pas vraiment surpris que Demi soit avec Nick quand il a loué la voiture. La seule chose qu'on ignorait, c'est si elle était au courant de ce qu'il allait faire avec. On ne pensait pas qu'elle soit directement impliquée dans leur disparition. Mais on pensait que M. Park pouvait lui avoir dit des choses, qu'elle pouvait avoir vu ou entendu des choses susceptibles de nous aider. Demi a été aperçue avec Nick quand il a loué la voiture, mais aussi à la banque. Elle apparaît sur l'enregistrement des caméras de télésurveillance le jour où il a retiré 180 € sur le compte de Suzanne. Les enquêteurs retrouvent le reçu de ce retrait et de celui effectué sur le compte des enfants quelques jours plus tôt. Suzanne était la seule signataire sur le compte des 2 enfants. On a donc fait examiner le reçu par un spécialiste en graphologie qui nous a confirmé que la signature n'était pas celle de Suzanne. Les reçus sont ensuite envoyés au laboratoire médico-légal pour tenter de relever d'éventuelles empreintes digitales. Le papier étant une surface poreuse, je me suis dit que le mieux était d'utiliser la nihydrine pour révéler les empreintes digitales qui pouvaient être sur les reçus. La nihydrine est un révélateur chimique très efficace qui réagit sur les surfaces poreuses. Au bas du reçu au nom d'Andrew Blake, on voyait clairement une empreinte palmaire qui correspondait vraisemblablement à une main gauche. Le casier judiciaire de Demi est vierge. Ces empreintes ne figurent donc pas dans le fichier automatisé des empreintes digitales, ce qui n'est pas le cas de Nick.
Nick Nick avait déjà été arrêté quand il était plus jeune pour une petite histoire d'escroquerie. Donc ses empreintes étaient dans le fichier. On a comparé les empreintes relevées sur le reçu avec les siennes et il s'est avéré qu'elles correspondaient. Ce qui confirmait que Nick avait bel et bien clôturé les comptes de ses enfants le lendemain du jour présumé des meurtres. La police découvre également qu'à la même période, Nick a vendu des meubles et laissé des affaires en dépôt chez un prêteur sur gage. Je ne comprends pas, on a déjà payé 30 € le 14. Il a même demandé à être remboursé des sommes versées en avance pour la garde de ses enfants. Vous pouvez me rembourser? Il aurait pu les avoir tués pour de l'argent, mais la somme qu'il avait obtenue en vendant leurs affaires était dérisoire. On avait du mal à croire qu'il ait pu tuer sa femme et ses 2 enfants pour quelques centaines d'euros. Si Nick Park est coupable, les enquêteurs ne parviennent toujours pas à comprendre son mobile. Ils savent par contre que dans ce genre d'affaires, plusieurs explications sont possibles. L'amour, l'argent, ou les deux à la fois. Soit Nick s'est débarrassé de sa femme pour refaire sa vie avec sa maîtresse, soit il l'a fait avec l'intention, en plus, d'accaparer la totalité de ses biens. Vous savez si Nick et sa petite amie sont toujours ensemble ou s'ils se voient toujours? L'une des choses primordiales quand on enquête sur un meurtre, c'est le mobile. Et on avait du mal à croire qu'un père puisse tuer ses enfants âgés de 3 ans et 18 mois. Il aurait pu quitter l'Australie pour aller en Corée sans avoir fait de mal à Suzanne et aux enfants. Il était évident qu'il avait dû se passer quelque chose pour déclencher une telle violence. C'est pourquoi on a cherché à savoir quel pouvait avoir été le catalyseur de tout ça. Après sa tentative de suicide, Suzanne a fait un séjour à l'hôpital où elle a vu un psychologue. Le psychologue lui a dit qu'elle devait faire attention à elle, pour son propre bien et celui de ses enfants. Il l'a poussée à demander de l'aide et l'a mise en contact avec les services sociaux pour que Nick lui verse une pension alimentaire. On a appris qu'ils avaient écrit une lettre à Nick le 15 octobre et elle a été envoyée à son adresse d'Ashfield le 16 octobre. Et elle a dû arriver le 17. C'est ce qui pourrait avoir déclenché une telle violence envers Suzanne. Bien que toutes ces preuves soient indirectes, les enquêteurs ont désormais suffisamment d'éléments pour inculper Nick de meurtre et le faire extrader de Corée du Sud. Mais encore faut-il le trouver. Vous savez si Nick et sa petite amie sont toujours ensemble ou s'ils se voient toujours? La dernière fois que je lui ai parlé, il venait de rompre. Nick ne contacte plus sa famille que de façon sporadique. Il m'a appelé en PCV vers mai, début juin. Il m'a dit qu'il avait trouvé un poste à l'école d'anglais James Rose en Corée. La police coréenne vérifie l'information, mais Nick est déjà parti. Pouvez-vous nous donner votre nom complet? Sung Park. Mais la persévérance des enquêteurs finit par payer. 1 an et 7 mois après que Nick fut soupçonné du meurtre de sa femme et de ses 2 enfants, il est extradé vers l'Australie pour y être jugé. Reconnaissez-vous que l'inspecteur Woods et moi-même vous avons escorté depuis Séoul en Corée du Sud? Oui. Et que nous avons atterri en Australie vers 7h45 ce matin? Oui. Et que nous nous sommes rendus directement ici au commissariat de Surrey Hills? Oui. Bien, je vais maintenant vous poser plusieurs questions concernant le meurtre présumé de votre femme, de votre fils Andrew Park et de votre fille Amy Park. Acceptez-vous de répondre à ces questions? Non, je ne veux pas y répondre. Sur les conseils de votre avocat, vous refusez de répondre à ces questions, c'est bien ça? C'est ça.
Bien. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Nick refuse de parler, contrairement à sa petite amie restée en Corée, qui coopère activement avec la police. Demi nous a dit que Nick avait reçu une lettre des services sociaux le 17 octobre. Quand il a ouvert la lettre et qu'il a vu que Suzanne lui demandait une pension alimentaire pour elle et les enfants, il est devenu fou et s'est rendu chez Suzanne, à Eastwood. Il a ensuite appelé Demi vers 3 ou 4 heures du matin, le 18 octobre, pour lui dire qu'il n'y avait plus de problème et que tout était réglé. Il est revenu au petit matin à Ashfield, où Demi l'attendait. Ce jour-là, Nick clôture les comptes de ses enfants et laisse son empreinte sur le reçu. Demi reconnaît qu'elle était avec lui le lendemain, quand il a loué la voiture. Ils sont allés à Eastwood vers minuit. Nick est monté chez Suzanne pendant que Demi l'attendait dans la voiture. Il est revenu avec 2 valises qu'il a mises dans le coffre de la voiture. Ils se sont ensuite dirigés vers le nord de Sydney. Elle ne se souvenait pas exactement de l'endroit où ils se sont arrêtés. Elle a juste pu nous dire que c'était un chemin de terre dans la forêt. Nick s'est arrêté et a jeté les 2 valises dans les buissons. Ensuite, ils sont retournés à Sydney. Demi a avoué être allé à la Commonwealth et avoir imité la signature de Suzanne pour récupérer les 180 € qu'il y avait sur son compte. C'est Nick qui le lui avait demandé. Nick a froidement assassiné sa famille, puis récupéré 1 300 € avant de s'enfuir pour la Corée. On pensait qu'il avait utilisé ce qu'il avait récupéré en vidant les comptes et en vendant leurs affaires pour payer leurs billets pour la Corée. Mais Demi nous a dit qu'il avait tout dépensé au casino. La conclusion de cette affaire est proprement aberrante. Si l'on s'en tient à la déclaration de sa maîtresse, Nick Park aurait assassiné sa femme et ses jeunes enfants pour ne pas avoir à leur verser quelques centaines d'euros de pension alimentaire et pour vider leur maigre compte en banque. Les policiers proposent à Demi de retirer la charge de faux et usage de faux qui pèse contre elle en échange de son témoignage lors du procès. Bien qu'ils ne puissent pas lui garantir l'immunité pour son éventuelle implication dans les meurtres, la jeune femme accepte de quitter la Corée et de se rendre de son plein gré devant une cour d'assises australienne. Le fait que Demi revienne en Australie de son plein gré pour témoigner contre Nick prouve bien qu'elle n'était pas impliquée dans les meurtres. Aucune charge ne sera finalement retenue contre Demi, qui depuis est retourné vivre en Corée. Les preuves indirectes récoltées par les enquêteurs et son témoignage ont suffi pour que Nick soit reconnu coupable du meurtre de Suzanne, Andrew et Amy. Pour nous, c'était vraiment une grande satisfaction de voir que le meurtrier avait été extradé, jugé, reconnu coupable, inculpé et incarcéré. Nick Park a été condamné à 26 ans de prison et ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle avant 2017. C'est probablement le crime le plus horrible que j'ai jamais vu. J'ai vu des gens mourir sous les balles. J'en ai vu mourir sous les coups. Mais tuer une mère et ses 2 enfants, c'est vraiment l'un des meurtres les plus affreux de toute l'histoire du crime. Il mérite de brûler en enfer. Nick Park mérite de brûler en enfer. Ce souhait de l'inspecteur Richard Letchford exprime un cri du cœur.
Mais il ne nous éclaire pas pour autant sur les motivations profondes qui ont poussé Park à exterminer de sang-froid toute sa famille. Pour essayer de comprendre cette énigme, je me suis penché sur l'abondante littérature fournie par les sociologues et les criminologistes français et américains. J'ai eu tout d'abord confirmation que les homicides étaient avant tout une affaire d'hommes. Ces derniers représentent 85 à 90% des auteurs de meurtres répertoriés par la police. Il s'agit ensuite d'une affaire de jeunes adultes. Les 18-35 ans constituent la tranche d'âge la plus représentée. Les homicides commis par des mineurs demeurent très rares, plus rares encore que ceux commis par des individus âgés de plus de 50 ans. Les spécialistes retiennent ensuite 5 grandes catégories de crimes de sang. L'homicide familial ou passionnel, l'homicide querelleur, l'homicide associé à un autre crime, comme le viol ou le vol, les règlements de compte entre délinquants et une 5e catégorie assez floue, regroupant le prétendu meurtre gratuit ou le meurtre du malade mental délirant. Nous apprenons aussi que la catégorie des homicides familiaux, celle qui nous intéresse dans l'affaire Nick Park, représente près du 5e de la totalité des meurtres élucidés aux États-Unis. Les conflits conjugaux se focalisent le plus souvent sur la jalousie, la séparation, l'accusation réciproque dans l'échec économique et social du ménage. Dernier élément, l'adulte auteur d'homicide a souvent été soit un enfant privé de parents, soit un enfant élevé dans un climat où régnait la violence physique. Nick Park a-t-il été délaissé, battu? A-t-il été victime d'abus avant de se transformer en monstre à son tour? Nous l'ignorons. Comme nous ignorons toujours dans le détail les mécanismes psychologiques qui poussent un individu à commettre des actes qui nous sembleront toujours inconcevables. Mais ce mystère n'est-il pas inhérent à l'âme humaine, faite de clarté et de ténèbres? C'est sur cette question empreinte de gravité que s'achève cette émission et je vous remercie de l'avoir suivie et je vous donne bien sûr rendez-vous prochainement sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.